Le moment est venu et la colère de Pékin éclate comme un orage. L'Union européenne vient de franchir ce que la Chine considère comme une véritable ligne rouge, déclenchant une tempête diplomatique d'une intensité rarement vue. Depuis la dernière décision prise à Bruxelles, l'atmosphère s'est alourdie. À Pékin, l'irritation est palpable, presque électrique. Dans les coulisses de la diplomatie internationale, la tension grimpe. À Bruxelles, le silence est glacial, presque embarrassé. Pendant ce temps, de l'autre côté du continent eurasiatique, les stratèges chinois peaufinent leur riposte. Ce qui, hier encore, ressemblait à un simple avertissement, s'est transformé aujourd'hui en réalité brutale. Pékin a décidé de répondre, et cette fois, il ne s'agit ni de déclarations enflammées, ni de menaces. Le moment est venu, et la colère de Pékin éclate comme un orage. L'Union européenne vient de franchir ce que la Chine considère comme une véritable ligne rouge, déclenchant une tempête diplomatique d'une intensité rarement vue. Depuis la dernière décision prise à Bruxelles, l'atmosphère s'est alourdie. À Pékin, l'irritation est palpable, presque électrique. Dans les coulisses de la diplomatie internationale, la tension grimpe. À Bruxelles, le silence est glacial, presque embarrassé. Pendant ce temps, de l'autre côté du continent eurasiatique, les stratèges chinois peaufinent leur riposte. Ce qui, hier encore, ressemblait à un simple avertissement, s'est transformé aujourd'hui en réalité brutale. Pékin a décidé de répondre, et cette fois, il ne s'agit ni de déclarations enflammées, ni de menaces symboliques. La réponse prend la forme d'une revanche économique soigneusement calculée. Accrochez-vous jusqu'à la fin, car ce qui se prépare pourrait bien faire des étincelles. Le moment est venu, et la colère de Pékin éclate comme un orage. L'Union européenne vient de franchir ce que la Chine considère comme une véritable ligne rouge, déclenchant une tempête diplomatique d'une intensité rarement vue. Depuis la dernière décision prise à Bruxelles, l'atmosphère s'est alourdie. À Pékin, l'irritation est palpable, presque électrique. Dans les coulisses de la diplomatie internationale, la tension grimpe. À Bruxelles, le silence est glacial, presque embarrassé. Pendant ce temps, de l'autre côté du continent eurasiatique, les stratèges chinois peaufinent leur riposte. Ce qui, hier encore, ressemblait à un simple avertissement, s'est transformé aujourd'hui en réalité brutale. Pékin a décidé de répondre, et cette fois, il ne s'agit ni de déclarations enflammées, ni de menaces symboliques. La réponse prend la forme d'une revanche économique soigneusement calculée. Accrochez-vous jusqu'à la fin, car ce qui se prépare pourrait bien faire des étincelles. Elle a eu lieu. Elle a franchi la ligne rouge et la Chine réagit avec une froideur glaçante. Toute provocation a son prix. Tout a commencé par une humiliation qui a secoué le monde. Ursula von der Leyen est arrivée à Pékin, mais au lieu d'un tapis rouge, elle n'a eu droit qu'à un minibus moqueur et banal. Pas de protocole, pas d'hymne, pas de respect. Pendant que les dirigeants économiques américains étaient reçus en limousine et courtisés, Ursula était reléguée au second plan, tolérée mais insignifiante. Xi Jinping montre du respect envers de vrais hommes d'État comme Trump, des leaders qui comprennent la diplomatie, pas ceux qui prêchent l'idéologie. Dans le langage de la diplomatie, c'était un coup de tonnerre. L'Europe a cessé de donner des leçons au monde. Mais cela ne s'est pas arrêté à cette humiliation. La riposte est arrivée discrètement mais avec précision. Un coup au cœur de l'économie européenne. Du jour au lendemain, la Chine a fermé le robinet. Gallium, germanium, terres rares, métaux sans lesquels l'Europe ne fonctionne pas. Batteries, aimants, puces, technologie de missiles, tout en dépend. Et soudain, l'arrêt total. De la Bretagne à la Bavière, c'est la stupeur. Les usines signalent des ruptures d'approvisionnement, les exportations vacillent, les fournisseurs sont désespérés. Ursula parle soudain d'économie circulaire, de recyclage, de nouveaux partenariats au Kazakhstan et au Canada. Mais tout le monde sait que c'est du wishful thinking. La Chine contrôle plus de 70% de la production mondiale et presque 100% de la transformation. Celui qui croit pouvoir diversifier cela en quelques mois croit aussi que les éoliennes produisent de l'électricité la nuit. Mais ce n'était que la première vague. La seconde a frappé avec une violence totale et a touché la France en plein cœur. Le gouvernement néerlandais, sous pression de Bruxelles, a saisi l'entreprise chinoise de semi-conducteurs Nexperia, soi-disant pour des raisons de sécurité.
Un bluff géopolitique qui s'est révélé être un boomerang. Pékin a réagi en quelques heures. Arrêt des exportations de puces Nexperia. Les conséquences? Arrêt de production chez Renault, Airbus, Thales. À Toulouse, les signaux d'alarme clignotent par manque de composants. Pas de puces, pas d'avion. Pas d'avion, pas d'exportation. Pas d'exportation, pas de France. Et Bruxelles se tait, comme toujours, quand cela devient sérieux, quand les illusions éclatent et que la réalité écrase l'idéologie comme un train de marchandises. L'Europe parle d'autonomie stratégique, mais en vérité, elle s'est manœuvrée dans une isolation stratégique. La Russie coupée, la Chine froissée, l'Amérique qui rit. Pendant que l'Europe donne des leçons à ses partenaires, elle perd ses artères vitales. Les citoyens paient l'addition avec du chômage, de l'inflation, de la stagnation. Ce n'est plus un jeu politique, c'est une guerre économique et Bruxelles n'a plus de munitions depuis longtemps. L'EU rêve de politique des valeurs, mais le reste du monde calcule en intérêt. Le message de la Chine était clair comme de l'eau de roche. Si vous nous défiez économiquement, vous recevrez la pleine bordée en retour. Et cette bordée ne touche pas n'importe quel marché. Elle touche les familles, les travailleurs, les entreprises. Dans le sud de la France, les chaînes de montage s'arrêtent. Les fournisseurs licencient des employés. Les PME luttent pour survivre. Pas de micropuces, pas d'avenir. Ursula von der Leyen parle de résilience et de relance européenne, mais plus personne n'écoute, ni à Moscou, ni à Pékin, ni à Washington. L'Europe est devenue une prédicatrice morale que plus personne ne prend au sérieux. Les sanctions contre la Russie n'ont pas affaibli Moscou, mais l'ont renforcé. Les leçons à la Chine n'ont pas déclenché de réformes, mais ont resserré les rangs. Et le partenariat avec les USA est un marché de dupes. L'Amérique vend, l'Europe achète. Pétrole, gaz, armes, GNL à prix premium. Washington fait de la politique avec du calcul, Bruxelles fait de la politique avec des émotions. Pendant que Bruxelles pompe des milliards dans des projets verts prestigieux, les USA construisent de nouvelles aciéries et soutiennent leur industrie. Make America Great Again n'était pas un slogan, c'était une stratégie. Et la Chine observe, apprend, tire les ficelles, non pas avec des tanks, mais avec des brevets. Non, pas avec des bombes, mais avec des batteries. L'Europe croit pouvoir se placer moralement au-dessus de la Chine, mais l'idéologie ne remplace pas une chaîne d'approvisionnement. À Bruxelles, on s'accroche à des concepts comme l'Open Strategic Autonomy, parce qu'on a perdu le contrôle depuis longtemps. La Chine joue aux échecs, l'Europe joue à la maternelle. L'EU voulait isoler la Russie et s'est isolée elle-même. La Chine exploite ce vide. Elle livre à la Russie par des détours via le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Les exportations de machines du Kirghizistan vers la Russie ont augmenté de 41 000%. Un hasard? Non, c'est de la guerre économique dans l'ombre. Pékin a créé un réseau, la Belt and Road Initiative. Routes, ports, lignes de chemin de fer de la Chine à Moscou, un contournement logistique autour de l'Europe. Ce système repose sur 3 principes. Durabilité, déniabilité, double bénéfice. Durabilité, car cette infrastructure est conçue pour des décennies, robuste et bétonnée. Déniabilité, car tout est masqué. Les marchandises sont réétiquetées, les entreprises servent de couverture, les paiements passent par des États tiers. Double bénéfice. La Chine approvisionne la Russie tout en testant comment contourner les sanctions. C'est une préparation pour le jour J, le jour où la Chine elle-même sera sanctionnée, par exemple en cas de conflit sur Taïwan. Alors, Pékin sera prêt. La France, en revanche, serait sans défense. Si la Chine coupe demain les chaînes d'approvisionnement, notre industrie s'arrête. Pas de matières premières, pas de puces, pas de batteries. C'est la vraie menace de la Chine. Nous pouvons éteindre votre économie en 24 heures. Et pendant que Bruxelles parle d'exporter la démocratie, la Chine exporte le pouvoir. Emmanuel Macron se tient comme un capitaine sur un navire en feu dont l'équipage préfère débattre de la chanson que l'orchestre doit jouer. Il parle de compétitivité, mais il sait que Bruxelles ne permet pas de vraies réformes. Sa politique étrangère guidée par les valeurs n'est rien d'autre qu'un vol à l'aveugle vers la catastrophe. Nous nous étranglons avec des sanctions tandis que la Chine et la Russie forgent de nouvelles alliances. L'Europe et la France perdent leur énergie, leur industrie et leur avenir. Tout cela au nom d'une politique qui ne protège plus rien, sauf l'ego de Bruxelles.
Pendant que la Chine a sécurisé ses chaînes d'approvisionnement via l'Asie centrale, la France se débat avec la bureaucratie, les taxes CO2 et l'idéologie. Chaque dollar qui passe par Bichkek vers Moscou est une leçon pour la Chine. C'est comme ça que l'on survit aux sanctions occidentales. Et pendant que Pékin apprend à nous contourner, Paris perd toute influence. L'Europe fait face à la plus grande épreuve depuis la guerre froide. Mais cette fois, la menace ne vient pas avec des missiles, mais avec des livraisons de matières premières qui s'arrêtent simplement. Le pouvoir de la Chine n'est pas bruyant. Il est silencieux, économique, inarrêtable. Et Bruxelles trébuche de sommet en sommet, parle de neutralité climatique en 2050, tandis que la réalité hurle déjà en 2025. Une politique patriote intelligente agirait autrement. Elle miserait sur le réalisme plutôt que sur la morale. Elle reconnaîtrait que le commerce n'est pas un crime, mais une arme de la diplomatie. Elle dirait « Nous avons besoin de la Chine, mais la Chine a aussi besoin de nous ». Un changement par le commerce 2.0. Pas par naïveté, mais par calcul.